Un immense merci à la Fondation Jean-Luc Doumbadé d'avoir accepté avec autant d'enthousiasme et autant d'énergie la proposition d'organiser ce cycle ensemble. Pour moi, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Et voilà, je veux dire, c'était formidable de pouvoir travailler avec l'équipe, avec Nora Oasis, avec Manon Bilot, et aussi avec les étudiants de Paris 8 qui ont traduit les films que vous allez voir sous la direction de Céline Frigao. Merci aussi aux chercheurs là, qui sont présents ce soir. Vous allez avoir plusieurs rencontres. On a imaginé donc une quinzaine de chercheurs spécialistes italiens et français qui viendront accompagner ces films dans le cadre des projections, mais aussi des ateliers que nous allons organiser. Donc 3 ateliers vont se tenir autour de ces cinéastes. Le prochain aura lieu mardi, autour de Giovanni Pastrone, et qui est un cinéaste absolument génial, très connu pour avoir réalisé le grand péplum Caviria, et un peu moins pour ses mélodrames absolument somptueux avec l'actrice Pina Menckelli, qui est une actrice en lien totalement avec le symbolisme et le décantantisme. Merci infiniment au LAVEX, à H2H, à Jeanne-Marie Porterin, et Anna également, qui font un travail formidable au sein du LAVEX et qui ont permis aussi à ce cycle d'exister, et au laboratoire de cinéma de Paris 8, le SCCA, qui est un très grand soutien aussi pour ce projet. Et c'est vrai que cette idée de pouvoir décloisonner la recherche, de pouvoir la mettre en lien avec des institutions patrimoniales, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et évidemment, merci, un merci très ému à Gianluca Farinelli. Pour moi, c'est une chance absolue de pouvoir initier ce cycle en sa présence, puisque j'ai découvert l'existence du cinéma italien muet grâce à son travail formidable à la Cineteca di Bologna et au magnifique festival Il Cinema Ritrovato lorsque j'étais étudiante à Bologne. Et voilà, c'est des rencontres qui marquent la vie, donc c'est très très beau de l'avoir avec nous ce soir. Dans la salle, plusieurs des chercheurs que vous allez pouvoir rencontrer tout au long du cycle. Mathias Lavin, qui viendra demain présenter ce film magnifique qui est La Serpe, réalisé par le père de Sergio Leone, et donc Roberto Roberti, avec Francesca Bertini, que nous verrons ce soir dans Sangue Blu. Sont aussi présents donc Laura Fournier. Je vois également que Ferdinand de Glitz est là, donc merci pour leur présence évidemment, et on sera très heureux de vous retrouver pour les ateliers qu'on a conçus aussi comme un moyen de faire circuler la parole avec le public, et de pouvoir aussi imaginer ceci comme une véritable fête cinéphilique, comme quelque chose de très positif et de porteur et d'enthousiasmant. Alors juste pour commencer un peu à introduire la présentation qui nous tarde d'écouter de Gianluca Farinelli, ces films sont extrêmement précieux parce qu'ils véritablement ils disent quelque chose de très fort sur la place des femmes dans la société italienne de l'époque, où les rapports hommes-femmes sont extrêmement complexes, et également, ce sont des films qui ont une richesse incroyable dans le rapport aux autres arts, dans le lien avec la peinture, la littérature, l'opéra, et de ce point de vue-là, ce sont des films très précieux. Ils ont pour particularité non pas tant de s'appuyer sur l'art du montage que sur la question du décor, la profondeur de champ et la présence du corps des acteurs, de la gestuelle. Vous le verrez, ce sont de véritables bijoux qu'il est formidable de pouvoir redécouvrir aujourd'hui. Je laisse tout de suite la parole à Gianluca qui va donc nous faire une présentation des pays italiennes et de ses cinéastes. Comme d'habitude, j'ai amené beaucoup plus de choses que je pourrais dire, et c'est tout simplement des notes, ce que je vais vous proposer. Mais je commence de mon histoire, de comment j'ai découvert ces continents fascinants de Diva Film. Moi, je suis né en 63 et j'ai très passionné, très amoureux pour le cinéma. J'ai animé un ciné-club pendant que je faisais le lycée. Et
assez... Donc, ce ciné-club qui n'était pas un ciné-club pour les étudiants, c'était un ciné-club pour la ville, avait assez de succès. Et c'est la raison pour laquelle, en 1983, la Cineteca, qui devait ouvrir sa salle, m'a proposé de faire l'assistante à la programmation. Donc j'étais tout bête, je connaissais très peu, j'aimais beaucoup les cinémas, évidemment j'étais ravi de cette possibilité. Et l'année suivante, j'avais découvert que la Cineteca avait une petite collection de films muets nitrates. J'étais l'ignorance pure. Nitrate, c'était une chose vague dans ma connaissance. Et donc, avec mes collègues, on est allé récupérer cette collection, à peu près 200 titres. Et parmi ces films, il y avait une boîte très raillée, très abîmée, sur laquelle c'était bien marqué « Malombre ». Et j'ai vu ces films à la table de montage. Et c'était seulement une bobine, et c'était l'histoire d'une jeune femme qui découvre la mémoire d'une femme d'un siècle avant, et qui découvre sa folie amoureuse et le fait que probablement elle est en train d'être assassinée. Ces 20 minutes s'est terminé avec une scène dans laquelle la protagoniste s'évanouit. Et ces 20 minutes m'ont marqué à vie. Pour plusieurs raisons, parce que, comme Céline a raconté, c'était un cinéma complètement différent, dans lequel l'intrigue n'était pas très importante, dans lequel on passait d'une scène à madre à l'autre, comme dans l'opéra. Et surtout, chaque plan était d'une beauté absolue. Et tout était nouveau. Ou, à mieux dire, tout ce que je voyais ne correspondait pas à la connaissance que j'avais du cinéma. C'était plutôt la peinture, c'était plutôt, je pensais à Beata Beatrix de Dante Gabriel Rossetti du 1872, donc tableau fameux d'un des fondateurs du mouvement de pré-Raphaélite. Mais le problème, c'était que je ne trouvais rien sur ce film. Absolument rien. Malombra, c'était le roman de Fogazzaro, c'était son premier roman, très important dans l'histoire de la littérature italienne. C'était un roman que Giuseppe Verga avait beaucoup aimé, qui avait lancé Fogazzaro parmi les nouveaux écrivains de la fin du 19e. Donc j'ai lu les romans, mais je ne trouvais pas des informations sur les films. Parce qu'à l'époque, il y avait seulement un livre sur le cinéma muet italien qui avait été écrit dans les années 60 par Maria Adriana Prolo, qui était la fondatrice du musée du cinéma de Turin. Et à la fin de ce livre, il y avait une filmographie du cinéma italien avec 300-400 titres. Parmi ces titres, c'était marqué aussi Malombra, et on parlait un peu de l'actrice principale de ce film, de Lida Borelli. Mais on avait vraiment très peu d'informations. Donc, je ne savais pas s'il y avait d'autres éléments, si c'était possible de voir tous les films, si les bobines qui manquaient étaient quelque part dans le monde. Et surtout, on ne pouvait pas projeter cette bobine parce que c'était du nitrate. Et à partir de cette expérience, on a compris que nous manquait, on ne savait rien, qu'il fallait étudier, qu'il fallait aller vers quelqu'un qui savait les choses.
Et donc, nous avons décidé d'entrer à la FIAF, à la Fédération internationale des archives du film, et on est entré en contact avec les autres cinémathèques italiennes, et on a découvert que sur la totalité du cinéma italien existait dans les cinémathèques maximum une cinquantaine de films. Et je suis allé pour la première fois au Festival de Pordenone, qui était un festival qui a commencé en 1982 et qui était une vraie révolution parce que c'est un festival consacré qu'au cinéma muet. C'était une révolution parce que personne n'avait eu cette idée avant et c'était le lieu de rencontre internationale de tous les spécialistes, de tous les historiens. Il y avait de grands historiens comme Mitry, il y avait de jeunes historiens, il y avait des passionnés et on se retrouvait voir stupéfaits des films dont on avait entendu parler mais qu'on n'avait jamais vus. À Pordenone, je découvre une historienne, Vittorio Martinelli. C'était un personnage qui m'a beaucoup marqué, qui a beaucoup marqué les études sur l'histoire du cinéma italien. Il était passionné de l'histoire, il connaissait en profondeur le cinéma muet et il s'était posé la question comment faire pour savoir plus sur le cinéma muet. Et donc, il avait commencé à recueillir les revues sur le cinéma des années du muet. Et donc, il avait commencé à inventorier le cinéma muet italien. Pas seulement ça, il avait compris qu'il fallait arriver aux archives de l'État, c'est-à-dire aux archives de la censure. Parce que seulement l'archive de la censure pouvait donner des informations claires et sûres, savoir combien de films dans cette année, quel était le métrage de ces films, quelle était la maison de production, les acteurs, et puis les informations qui manquaient, il pouvait les retrouver dans les revues. Il a travaillé pour 20 ans avec Aldo Bernardini, autre historienne extraordinaire italienne. Les deux sont des historiennes qui n'ont pas travaillé pour l'université, ils avaient d'autres travaux et ils faisaient ça pour passion. Et ils sont arrivés à établir la filmographie du cinéma italien qui est paru en plusieurs volumes année par année et qui nous permet de dire aujourd'hui que le cinéma italien a produit 9816 films. La chose extraordinaire de cette filmographie, c'est qu'elle nous a d'une part fait rêver. Parce que, en regardant les titres, on se disait, ça n'existe pas, ça serait vraiment très bien de le trouver. Parce que dans ces livres, Vittorio Martinelli et Aldo Bernardini présentent chaque film ou à travers de textes qu'ils ont écrits parce qu'ils ont vu les films ou à travers de textes d'époque. Donc, c'est des livres exceptionnels pour comprendre mieux ces mondes mystérieux. Et travailler en absence. Mais les historiens travaillent toujours en absence. On n'a pas tout l'art grec, on n'a pas tout l'art de la Renaissance, mais quand même, on sait beaucoup grâce à ce qui existe, grâce aux sources. La chose très, très, très frappante, c'était que toutes les histoires du cinéma italien ignoraient la période muette. Comme si le cinéma italien commençait en 1945 avec Rome ville ouverte. Et ça continue même aujourd'hui
très souvent, quand on parle du cinéma italien, on commence de 1945. Évidemment, c'est un chef-d'œuvre absolu. Le néoréalisme, c'est probablement la partie de l'histoire du cinéma. Les mouvements italiens qui plus a influencé l'histoire du cinéma, même aujourd'hui, est très important. Mais l'histoire du cinéma muet est aussi extrêmement importante. Et donc, on s'est mis à chercher les films. On a travaillé avec les autres archives. On a découvert qu'énormément de films italiens muets existaient, mais pas en Italie, mais dans d'autres archives, existaient en France, à la Cinémathèque française, à Bois d'Arcy, à Toulouse, mais dans toute l'Europe, en Russie, mais aussi dans l'Amérique du Sud, où on a découvert un fonds énorme à Montevideo, en Mexique, mais surtout à Sao Paulo. En termes de stockage, on avait un dépôt minuscule, donc même faire arriver le film était extrêmement compliqué parce qu'on n'avait pas d'argent, mais après les stocker aussi c'était extrêmement compliqué. Et on n'avait pas du tout un laboratoire. Donc l'idée c'était toujours d'apprendre en travaillant, et de cette exigence est née l'idée de créer un festival, il Cinema Ritrovato, en 1985, pour inviter les autres cinémathèques, pour lui faire montrer les travaux de restauration, connaître mieux comment ils travaillaient, et nous pour montrer les petites découvertes, pour nous très importantes, qu'on venait de faire. Grâce à ce festival, on a pu aussi imaginer en 1990 l'idée de créer à Bologne un laboratoire pour restaurer les films. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de laboratoire spécialisé en Italie, et le très peu de films qui avaient été transférés du nitrate au safety, les copies safety étaient catastrophiques. C'était des copies en noir et blanc, souvent sans intertitre. L'image était très abîmée, n'avait aucune fixité, les couleurs disparues, chose gravissime, parce que la couleur c'est une partie essentielle de la beauté de ces films. Et c'était pas seulement ça le problème c'était qu'il y avait une loi en Italie selon laquelle une fois qu'on avait restauré un film, il fallait détruire les nitrates. Donc, chaque restauration était la catastrophe. Très mauvaise restauration noir et blanc et nitrate détruit. Il fallait faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a imaginé de créer à Bologne un laboratoire. Évidemment, on a demandé aux autres archives de collaborer, de le faire ensemble, mais ce n'était pas possible, donc on est parti. Et petit à petit, on a appris, grâce aussi à beaucoup de collègues qui nous ont appris, collègues de tous les parts du monde. Je dois dire que la FIAF était extraordinaire, la générosité avec laquelle les collègues nous ont appris à faire a été vraiment un des moteurs de ces périodes. Et en 1994, on a pu présenter au Cinema Ritrovato une sélection d'une trentaine de films muets italiens restaurés. Et peut-être ce n'était pas des restaurations parfaites, mais c'était des restaurations en couleur, c'était des restaurations dans lesquelles on avait parfois comparé des copies, on avait fait du travail de reconstruction, on avait travaillé sur les sources non-films, on avait travaillé sur les intertitres et sur les graphismes aussi des intertitres. Les intertitres font partie de l'image, sont des images, et très souvent il y a des dessins qui sont essentiels pour suivre la beauté de l'image. Et à partir de cette rétrospective, pour moi, c'est un peu l'année zéro. Alors, maintenant, j'arrête mon histoire à moi
Et je commence à vous parler de Lida Borelli, qui est la protagoniste de Malombra et qui est la grande actrice, la grande diva du cinéma muet italien. Elle était, avant de devenir actrice du cinéma, elle était actrice de théâtre. Et quand Eleonora Duse quitte la scène, Eleonora Duse était la grande actrice du théâtre italien du 19e, du début du 20e, quand Eleonora Duse à 50 ans décide de quitter le théâtre, la scène, c'est elle, c'est Lida Borelli qui est la grande actrice du théâtre classique italien. Et c'est elle à jouer pour La figlia di Iorio de Gabriele D'Annunzio. C'est elle qui joue à côté d'Eleonora Duse en 1905 dans Fernanda de Victorien Sardou. Et c'est elle en 1909 pour la première représentation en Italie de Salomé d'Oscar Wilde a joué les rôles de Salomé et a joué tous les rôles du théâtre, du succès de l'époque, des batailles de Georges Jaunet. Et devient aussi une personnalité connue au dehors du théâtre, aussi grâce au tableau que plusieurs peintres italiens lui consacrent, comme Cesare Tallone, comme Giuseppe Amisani, et aussi des grands photographes de l'époque, comme Emilio Sommariva, comme Mario Nunes Weiss, lui consacrent une série de photos qui seront publiées sur les revues de l'époque. En 1913, elle est au sommet d'une carrière foudroyante, et au sommet de son art et de sa beauté. Et la Gloria Film lui propose d'interpréter un film, d'être la protagoniste d'un film. Elle réfléchit. Pour elle, c'est un défi énorme parce qu'elle est une actrice du théâtre classique et dans le cinéma, elle ne peut pas utiliser l'arme plus fort qu'elle a, sa voix. Et elle décide d'accepter et de jouer pour son premier film, M'amor mio non muore, qui sera fait pendant l'été 1913, parce que pendant l'été, elle a le temps, la saison du théâtre s'arrête, donc elle a le temps pour préparer et pour jouer dans le film. Elle a un contrôle total de son corps et la chose incroyable, c'est qu'elle décide d'inventer une nouvelle méthode de jouer. C'est-à-dire, elle joue dans le cinéma pas comme elle joue au théâtre. Ce qu'elle fait au cinéma est totalement nouveau. C'est de l'expérimentation totale. Comme Céline a justement dit, le diva-film, dans le diva-film, ce n'est pas le rythme de l'histoire, ce n'est pas le montage, c'est la force de l'actrice, c'est l'incroyable expression qui sort d'elle et qui envahit l'écran. Lida Borelli a un contrôle total de son corps, elle sait changer les nuances, les détails de ses expressions, de son voyage, de son visage, les positions de sa tête, qui devient vite un tableau maniériste, avec son profil à la Beardsley, avec ses cheveux blonds, ses doigts longs et fins, pour transmettre les émotions et le destin de son personnage, qui dans le film est Elsa Holbein. Et naturellement, l'histoire, c'est une histoire d'Eros et Thanatos, M'amor mio non muore. Et Lida Borelli aura une carrière très brève, entre 1913 et 1918, seulement 13 films,
dont la plupart sont perdus. Et en 1918, sa vie va se transformer dans un roman du cinéma, parce qu'il va épouser un des hommes les plus riches d'Italie, l'industriel Conticini, et donc il va abandonner sa carrière de star du cinéma, de diva, et il y a la légende que c'est son mari qui a détruit les copies de ce film. Antonio Gramsci, grand intellectuel italien, a écrit sur Lida Borelli: cette femme est un morceau d'humanité préhistorique primordial. On dit de l'admirer pour son art, ce n'est pas vrai. Personne ne sait expliquer l'art de la Borelli parce qu'elle n'existe pas. La Borelli ne sait pas interpréter aucune créature différente d'elle-même. La Borelli, c'est l'artiste par excellence d'un film dont la langue, c'est le corps humain dans sa plasticité qui se renouvelle continuellement. Dans le diva film, l'essentiel, c'est l'excès. Et l'excès, c'est le contraire de l'art reconnu. Si vous pensez à l'art de la Renaissance, c'est l'art du contrôle absolu. Les diva films se basent sur l'excès. Tout est exagéré, tout est hors contrôle. Et je pense que c'est pour cette raison que ce cinéma a été oublié pendant beaucoup d'années. Et je pense que les livres de Peter Brook sur le mélodrame, qui est de la moitié des années 70, a été très important parce que Peter Brook a affirmé l'importance de l'excès dans l'écriture du 19e, en Balzac, Henry James. Et c'est à partir de ce livre, je pense, qu'il y a eu aussi un autre regard sur les mélodrames, surtout sur les mélodrames américains, sur le film de Douglas Sirk, et qu'on a regardé le mélodrame d'une manière différente. Même si le mélodrame italien est assez différent, parce que les mélodrames hollywoodiens étaient pensés pour un public de femmes qui allaient au cinéma à pleurer. Les mélodrames italiens, c'est pour tout le public italien, ça a un succès énorme dans toutes les parties du monde, même le cinéma américain imite un peu les succès de diva film. Mais sera une histoire plutôt courte, parce que les cinémas américains jouent sur le rythme, sur la force de l'histoire, et sera le cinéma américain à vaincre. Et après la Première Guerre mondiale, déjà le diva film est en crise. Et déjà au début des années 20, la carrière des stars italiennes est en train de disparaître. Chose importante à dire, c'est les mélodrames italiens, le diva film italien, c'est du cinéma expérimental. Donc c'est de l'innovation. C'est toujours de l'innovation. Parce que quand on pense au mélodrame, on pense toujours à des structures du passé, classiques. Eh bien non, dans les diva films italiens, tout est nouveau. Tout est nouveau de film à film. Il faut aller vite et donc on passe à Francesca Bertini, l'autre grande actrice du cinéma muet italien, qui a eu une carrière très longue et qui a interprété à peu près 140 films. De ces 140 films, 100 ont été réalisés entre 1910 et 1920. La plupart de ces films sont perdus, donc c'est assez difficile parler d'une manière complète de son art. Et avant de parler de Sangue Blé,
je vais vous faire voir un morceau d'un autre film, d'un film qui fait en 1915. Le 1915 pour le cinéma italien, c'est l'année du réalisme, c'est l'année dans laquelle est réalisé Sperduti nel buio, qui est un film mythique, qui est considéré comme à l'origine du cinéma réaliste italien. C'est un film qui a existé jusqu'au 1944. C'était dans la collection de la Cinéteca Nazionale. Mais quand les Allemands sont partis de Rome en 1944, ils ont pris toute la collection de la Cinéteca Nazionale et ce film a disparu. Mais en 1915, Francesca Bertini interprète à San Francisco, qui est aussi un film vériste tiré d'un drame de Salvatore Di Giacomo, et Assunta Spina. Mais les filles que vous verrez ce soir, Sangue Blé, c'est le dernier film que Francesca Bertini joue pour la Celio Film. Et la Celio Film, c'est une maison de production née en 1912 pour produire de diva films. Et Francesca Bertini joue pour 25 films de la Celio, qui sont tous dirigés par le comte Baldassare Negroni. C'est une maison de production jeune qui croit dans la force commerciale de Diva Film et pour laquelle travaillent de jeunes metteurs en scène comme Genina, qui deviendra un metteur en scène très important de l'histoire du cinéma muet et sonore italien. Mais aussi Nino Xiglia, qui était un poète, qui était un journaliste, qui était un dramaturge, qui avait inventé une opérette de grand succès qui s'appelait Addio Giovinezza, l'opérette de plus grand succès de l'histoire de l'opérette italienne, et qui a dirigé le dernier film de Francesca Bertini à la Celio Film, qui est Sangue Blé, son meilleur film à la Celio, parce que Auxilia a un point de vue, c'est un vrai metteur en scène, et vous le verrez, il y a un goût pas seulement du décor, il y a aussi une capacité de mettre en scène et de raconter l'histoire. Vous verrez dans la première partie du film comment elle fait défiler Francesca Bertini entre l'obscurité et la lumière. C'est un film dans lequel les vêtements jouent un rôle essentiel. On pourrait même imaginer que le vrai montage de ce film, c'est le passage entre d'un costume à l'autre, et il y en a beaucoup de costumes différents en Sangue Blé. Mais il y a aussi une scène formidable à Monte Carlo. Il y a une capacité aussi de raconter les décors. La plus grande partie du film est tournée à Rome, dans la partie fin 19e de la ville. Il y a une capacité de composition de l'image pour arriver à une vraie iconographie du deuil. Et vers la fin du film, vous aurez aussi droit au tango. 1914, c'est l'année de l'arrivée du tango en Italie. La presse catholique était très contre, et il y a un article très contre les passages du film dans lesquels Francesca Bertini joue les tangos. Et même le grand maître du futurisme italien dit du mal de cette scène en parlant de la obscène représentation du Coi au cinéma. La chose extraordinaire de ce film, qui parle aussi de la liberté de la femme, c'est qu'à l'époque, l'Italie n'était pas du tout un pays dans lequel les femmes étaient libres. Mais dans ces films, moi je pense qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. À mon avis, c'est d'une qualité absolument supérieure à la plupart de ces films.
et songer, sa beauté, ses vêtements sont parmi les éléments qui arrivent à tisser la force esthétique du film, qui ici repose surtout et aussi sur la mise en scène, qui nous permet de transformer la vision de ces films dans une vraie expérience visuelle. Moi, je pense qu'il y a des liens profonds entre ces cinémas et les cinémas italiens d'après. Par exemple, je pense à Visconti. On sait que Visconti était fou de Malombra, qui est tout jeune, quand il voit Malombra, il tombe amoureux de Lida Borelli, et que ce film le marque profondément. Et je pense que la perfection de sa mise en scène, l'attention qu'il a au décor, aux vêtements, à la beauté, a sa source dans ce film. Et aujourd'hui, la beauté moi, quand je vois un film de Wes Anderson, où il y a une telle qualité, une telle concentration de beauté dans une image, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il est lié en quelque forme à cette partie de l'histoire du cinéma italienne. Francesca Bertini a été une diva, même dans sa vie. Il a interprété très peu de films dans les sonores. Federico Fellini a essayé de la faire jouer dans La Dolce Vita et raconte de ses rencontres avec Francesca Bertini qui les rencontrait au Grand Hôtel où elle n'habitait pas, mais c'était toujours de la mise en scène, c'était toujours elle à faire la mise en scène. Et c'était tellement compliqué qu'à la fin, Fellini a renoncé. Mais il y a Bernardo Bertolucci qui l'a fait jouer en Novecento, un petit rôle magnifique de l'ancien serf de Bar Lancaster, donc du protagoniste du film. Et moi, je continue à penser que ce n'est pas Gloria Swanson qui aurait dû interpréter Sunset Boulevard, mais aurait dû être Francesca Bertini qui disait « Il n'y aura jamais plus une autre Francesca Bertini ».